T'es prêt? Voilà, voilà. Donc on se propose aujourd'hui de vous expliquer un peu comment fonctionne une perceuse à colonne. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait il y a quelques petites choses à savoir. Alors pour illustrer notre propos, nous allons tout simplement essayer de faire un trou de 13. Alors, pour faire un trou de 13, on va utiliser un forêt de 13. Mais le forêt de 13 ne peut pas percer directement, puisqu'ici au centre on voit qu'il ne coupe pas. Enfin je ne sais pas si on voit bien, mais peu importe. Donc on est toujours obligé de faire un avant-trou avec un forêt plus petit que 8. Donc, et dans quel métal perce-t-on? On perce donc, effectivement, très bonne idée. Alors ça, c'est de l'acier, tout simplement. De l'étirer à froid. Donc c'est très important de le savoir pour pouvoir régler la vitesse du forêt. Vous avez raison. Donc on fore avec des forêts en acier trempé, de l'acier qui n'est pas trempé. Alors pour réaliser ce perçage, on a besoin d'un petit forêt, d'un gros forêt, d'un adaptateur de cône. Ah oui, les cônes peuvent s'adapter. D'un chasse-cône. Et d'une fraise, pour que si on est attentif à la finition du trou qu'on a fabriqué, eh bien on pourra faire des petits chanfreins sur le trou, des petites fraisures. On va utiliser sans doute, je ne sais pas si on en aura besoin, mais une manivelle qui va permettre de régler la hauteur de la perceuse. Une clé qui va servir à serrer l'étau. Et d'un marteau. Alors le marteau, c'est si jamais tu m'ennuies, je te tape dessus avec. J'espère que ça n'arrivera pas, j'ai pas envie de me saillir les mains. Alors ici on va mettre, donc l'étau est un peu fatigué. Et il faut toujours serrer la pièce le moins possible dans l'étau. Alors donc, le moins possible, sur la surface la moins grande possible. On va s'affranchir de ces contraintes qui sont propres aux usineurs de génie, dont je ne fais pas partie. Et on va se contenter de mettre des cales rectifiées, précises au micron, mais bon, comme l'étau n'est lui-même plus très précis au micron, ce qui va permettre de s'assurer que cette surface-là est bien perpendiculaire à l'axe du forêt de perçage. Donc je vais faire un trou bien perpendiculaire. Alors je vais tapoter un petit peu en même temps que je serre mon étau. Hop, je tapote pour être sûr que bien on l'appuie. Ensuite je vais positionner mon étau. Alors la petite subtilité, petit tour de passe-passe et petit truc à savoir. Il faut savoir que si jamais le forêt coince dans la pièce, donc si c'est un gros forêt en particulier, il va entraîner l'étau en rotation et il va vous tomber sur les pieds. Donc pour être sûr que ça ne se produise pas, on anticipe déjà ce mouvement et on colle l'étau contre la colonne de sorte que de toute façon il est coincé. On pourrait aussi fixer l'étau sur la table de perçage. Effectivement, on pourrait le faire, donc ça prendrait du temps et en plus c'est pas forcément judicieux, surtout pour les petits forêts, parce que si vous n'êtes pas positionné précisément juste au-dessus du trou, eh bien qu'est-ce qu'il va faire le forêt? Il va se plier pour essayer et donc il va sans doute casser. Vous avez réalisé un revêt. Donc il vaut mieux laisser l'étau libre. Par contre, prévoir qu'il risque de tourner. Donc on va le positionner comme ça. Je vais ensuite mettre mon forêt de 6. Alors je triche un peu, c'est pas vraiment un forêt de 6, mais on va voir pourquoi j'ai pris un forêt de 6. Je vais donc rabattre ici. Si je ne rabats pas, vous voyez, je vais appuyer sur marche. Ça ne fonctionne pas. Là par contre ça tourne. De la même manière, si j'ouvre le capot ici, il y a une sécurité, on voit qu'il y a une sécurité, donc je dois appuyer sur marche, ça ne fonctionne pas. De la même manière, si l'arrêt d'urgence est enclenché, je dois appuyer sur marche, ça ne fonctionne pas, donc je suis obligé, de toute manière, avant de percer, même en début de journée, on vérifie toujours que les sécurités fonctionnent sur les machines. Donc là, je viens de vérifier pour les 3 sécurités. Et là, vous n'avez pas réglé la vitesse. Ah, j'ai oublié de régler la vitesse, bravo, effectivement. Donc il faut régler la vitesse de rotation du forêt. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien, parce que si le forêt ne tournait pas assez vite, on se prendrait des coups de pied aux fesses par le patron qui dirait que vous ne tournez pas assez vite. Et par contre, si vous tournez trop vite, eh bien, le forêt en usinant va chauffer exagérément et va se détremper. Il va devenir mou et il va s'user extrêmement rapidement. Donc ça va vous coûter cher en forêt. Et en plus, vous ne réaliserez pas forcément un bon état de surface si vous percez. Donc je vais régler. Alors c'est un forêt de 6, je perce de l'acier. Alors ça, bien sûr, moi je connais tout ça par cœur, mais vous n'avez en fait que ça à retenir. Si vous regardez sur cet abac, en fait, vous avez ici en abscisse la vitesse de coupe. Alors, il faut savoir par cœur que la vitesse de coupe de l'acier, c'est 20. Je vais donc utiliser cette ligne verticale ici pour déterminer ma vitesse de rotation du forêt. Et mon forêt, je l'ai dit, c'était un diamètre 6. Je vais donc faire l'intersection de ces deux courbes, de ces deux droites. Et j'obtiens un point ici. Et ensuite, je le reporte en ordonnée et j'obtiens à peu près 1000 tours minute. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Ah bon, alors si vous êtes d'accord, c'est parfait.
Alors maintenant, je vais regarder comment je règle la vitesse de rotation. Comment règle-t-on la vitesse de rotation sur les perceuses cylindriques SN14, inventaire de région 94 MEC 033? Eh bien, c'est très simple. Vous avez ici deux poulies étagées. Alors la grosse poulie se trouve ici au-dessus du mandrin, mais on aurait très bien pu intervertir les deux poulies, en mettre une ici, la grosse ici et la petite ici. Dans cette position-là, on va se reporter donc à ce petit synoptique, graphique synoptique. Donc on est dans cette position. Qui représente les deux poulies. Qui représente les deux poulies, voilà. Et les 4 positions possibles de la courroie. Donc là, la courroie, telle qu'elle est actuellement, si vous pouvez regarder un petit peu, elle est tout en bas. Hein, donc ça correspond à une vitesse de rotation du mandrin de 1150 tours. Pour vous en convaincre, il suffit de regarder ce petit synoptique. On voit bien 1150 tours. On a d'autres vitesses à notre disposition, 800, 520, 360. Et si on intervertit les deux poulies, on peut tourner encore plus vite. Là, c'est pour des matériaux très mous comme l'aluminium, par exemple, ou le plastique. On sera obligé de tourner très vite. Oui, parce que le moteur, lui, visiblement, tourne toujours à 1500 tours. Le moteur tourne toujours à 1500 tours, puisque c'est un moteur à synchrone triphasé. Tous les moteurs à synchrone triphasé tournent à 1500 tours, ou au moins multiples de 1500 tours. Ça pourrait être 3750 ou 1500. Mais ça, ce sont des détails qu'on va réserver aux électriciens. Donc nous, on doit tourner à 1000 tours. Je vais donc me régler à la vitesse immédiatement inférieure, c'est-à-dire 800. Donc pour faire ça, il faudrait prendre un petit peu de recul. Je vais détendre ma courroie. Je vais la monter en commençant par le petit diamètre, juste à l'étage au-dessus. Et vous remarquerez que bien, je fais attention à ce qu'elle soit bien horizontale, c'est-à-dire que si je la mets à l'étage 3 ici, il faudrait aussi qu'elle soit à l'étage 3 de l'autre côté. Pas de fantaisie et d'élucubration. Ah, je vérifie quand même, vous voyez, l'écrou ici est desserré. Alors, vous pouvez remarquer un truc très étonnant, c'est qu'il se serre dans l'autre sens des écrous habituels. Alors là, question à 100 francs, pourquoi à votre avis? À cause du sens de rotation du moteur. Et alors? Qui fait que si la poulie se bloque, l'écrou se dévisserait. Oh, c'est pas bête. Vous savez que vous avez... Hein? Vous n'en avez pas l'air comme ça, mais... Vous n'êtes pas si bête que vous en avez l'air. Tout à fait. Vous me direz, je confirme. Vous ne pourrez pas être plus bête que vous en avez l'air. Merci. Donc, alors, je vais essayer de faire mon trou maintenant. Et c'est pas facile de faire son trou. Regardez. Ah, eh ben je ne peux pas aller plus bas. Pourquoi? Parce que ma perceuse est réglée trop haute. Alors vous voyez qu'on peut faire descendre carrément la tête de la perceuse le long de cette colonne. Alors là, elle est très haute, mais je vais la faire descendre. Alors pour faire ça, je vais vous montrer l'opération. Je vais voir de l'autre côté, évidemment. C'est de l'autre côté que ça se passe. Je vais desserrer la perceuse. Je ne vais surtout pas oublier de faire ça. Alors fais attention parce que c'est du plastique. Donc je tapote. Donc voilà, et là on peut la bouger comme ça. Et on peut aussi la descendre grâce à cet outil formidable qui s'appelle une manivelle. Une manivelle. Alors regardez. Et ça descend, ça descend. Alors je peut-être pas nécessaire que je descende trop bas parce qu'après je ne pourrai plus mettre mon grand forêt. Je vais resserrer et pratiquer. Donc là j'avais pris la précaution bien évidemment de donner un coup de pointeau à l'endroit exact où je voulais faire mon coup. Donc, ce qui fait que le forêt va trouver sa position naturellement. Et là je perce. Il ne faut pas hésiter. Et est-ce que vous ne devez pas lubrifier? Absolument. Il faudrait théoriquement lubrifier si on devait faire beaucoup de trous. Alors qu'est-ce que c'est que lubrifier? En fait, c'est de mettre de l'huile de coupe, qui est composée à 90% d'eau et 10% d'huile, qui permet, alors non, avec de l'eau ça marcherait très bien, mais ça risquerait de rouiller immédiatement. Donc on rajoute un petit peu d'huile pour protéger la corrosion. Ah, je ne l'ai pas fait ici, c'était pour éviter de salir partout, mais évidemment pour faire un trou comme ça, il faudrait théoriquement lubrifier. Ça améliore les conditions de coupe et en même temps ça refroidit, ça permet au forêt de ne pas s'user. Puisqu'on a vu que quand il chauffait, ben, il s'usait. Alors maintenant je vais faire un trou plus gros. Alors, donc vous changez le forêt. Je vais changer le forêt, bien sûr. Que vous allez remettre dans le mandrin. Voilà. Alors une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé, bon il n'avait pas inventé les granulés, hein. Il m'a posé la question de savoir quel était le forêt qu'on mettait en premier, évidemment, quand on met le petit forêt. Et ensuite on met le gros. Alors par contre vous pouvez regarder, il y a une petite particularité au gros forêt, qui est assez stupéfiante, mais à laquelle il faut prendre garde.
Je ne sais pas si on voit bien, on va plutôt se mettre sur fond blanc, si vous me permettez. On voit que le forêt ici a une queue cylindrique, donc on va pouvoir le mettre dans un mandrin autoserrant. On pourrait même trouver des gros forêts à queue cylindrique. Par contre, dès que ça dépasse 13, on met des forêts à queue conique. Et ils sont entraînés directement, non pas par un mandrin, mais par un trou spécial qui va entraîner ce petit ergot. Et donc on va être obligé d'enlever le mandrin pour le mettre directement. On va mettre un réducteur, un adaptateur de cône, parce qu'en fait, il faut un cône un peu plus grand pour entraîner cette forêt. Parce que les dimensions sont standards. Les dimensions sont standards au niveau des cônes. On trouve plein de cônes différents. Mais finalement, ils sont assez standards. Donc là, je vais utiliser un chasse-cône. Que vous mettez dans la lumière. Que je mets dans la lumière. N'utilisez pas le chasse-cône sur votre petite sœur, elle serait chassée. Alors. Oui. Ah, là, j'ai fait de bêtises, j'aurais dû tenir vous auriez dû retenir le mandrin à la main. Donc, alors je ne sais pas si on a bien vu, mais enfin bon, je vais vous débrouiller. Ensuite, je vais pouvoir mettre à la place. Mais pas dans n'importe quelle position. Ah non. Il faut bien que l'ergot il rentre bien dans le trou, effectivement. On peut l'enlever. Il faut chercher un petit peu, parce que l'ergot ici va rentrer dans un logement, évidemment. Il faut chercher, on le trouve assez facilement. Et ensuite, on donne un coup sec, et normalement, vous voyez, on ne peut plus l'enlever à la main. D'accord. C'est magique, hein. C'est simplement parce que les deux surfaces sont lisses, celle du cône et puis celle du trou conique qui est dans la perceuse, que ça tient. Grâce aux forces de Van der Waals. Hop. Alors, est-ce que j'ai la bonne vitesse de rotation? Non. Je suis beaucoup trop rapide, je le vois à l'œil nu parce que j'ai l'expérience. Alors maintenant, on va voir. Alors, donc, on a dit que c'était un forêt de 13. On va regarder ici. 13, il va falloir que je change ma vitesse de rotation. 13, je fais l'intersection avec la colonne de 20 mètres minutes, puisqu'on n'a pas changé de matière, c'est toujours de l'acier. Pour la petite histoire, si on faisait du laiton, ce serait 50. Si on faisait de l'aluminium, ce serait 100, mais on voit que là, ça dépasse notre courbe. Alors donc, j'obtiens donc une vitesse de rotation, une fréquence de rotation de 500. Alors, je vais régler 500. Hop. Juste au-dessus. Pas grand-chose à changer. Hop. Et là, on voit que ça tourne beaucoup moins vite. Alors, c'est là qu'il y a des risques avec les gros forêts d'entraîner le mandrin en rotation. Ah bah là, je ne descends pas assez loin encore. Donc, qu'à cela ne tienne. Je vais donc régler avec ma manivelle le forêt. Et là, je pense que ça devrait aller. Hop. Je mets du lubrifiant. On ne le voit pas, il est transparent. Et alors, ça tourne. Hop. Et si j'appuie fort, est-ce que vous avez des questions? Ça fume. Ça fume, ah oui, ça fume. Cette perceuse n'a pas encore arrêté de fumer. Alors il faudrait, si on voulait bien faire, et on veut bien faire, donc on va ébavurer le trou, parce que là, ici, il y a un petit état de surface qui n'est pas excellent, surtout de l'autre côté, si on retourne, on va voir. Donc on va ressortir le cône. Voilà, on va ressortir le cône. Alors je ne vais pas le faire parce que le film serait trop long, mais on va ressortir le cône, on va mettre ça dans le mandrin. Voilà, c'est une fraise à ébavurer. Et là, je vais régler ma vitesse de rotation à la plus faible possible, c'est-à-dire 300 tours minute. Et je vais descendre un tout petit peu. Alors on pourrait même le faire à la main, si je voulais. Je pourrais usiner. Voilà. Mais il existe des fraises à ébavurer manuelles. Il existe des fraises à ébavurer manuelles. Voilà. Là, on voit qu'on a un tout petit peu ébavurer, c'est difficile à faire. On a fait un tout petit chanfrein, ça suffit. Par contre, de l'autre côté, si on retourne... Bon, je vais m'arrêter là de toute façon. Alors, ce qu'on n'oublie pas, bien sûr, une fois qu'on a utilisé la perceuse, c'est de la nettoyer. Bon, voilà, on a fait un trou de 13 qui n'est finalement pas si mal. Je suis assez fier de moi. Regardez. Vous avez vu ? Ah, bien. Ah, on coupe.